Ça marche pas? Si, ça marche. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en cette fin d'année. Je remercie l'ensemble des collègues, que ce soit la directrice départementale de l'ARS, le directeur de cabinet, le Comgend, le DBSP, mais aussi Hubert Derache, notre collègue préfet désormais à la retraite, qui, avec nous, essaie de gérer les conséquences sur la vie économique de ce Covid, cette crise Covid, et notamment pour ce qui le concerne, la partie bâtiment et travaux publics. Donc merci beaucoup, cher Hubert. Comme nous sommes en fin d'année, vous me permettrez de faire un rappel assez rapide, mais quand même un petit rappel historique de ce qu'a été la crise du Covid depuis le début de l'année 2020, depuis le 29 février. Comme vous le savez, le Morbihan a été parmi les premiers départements de France touchés par des cas identifiés du Covid dès la fin du mois de février. Nous sommes le troisième département, après l'Oise et la Haute-Savoie. Une mobilisation immédiate et collective de tous, ARS, préfecture, collectivités, Morbihanaises et Morbihanais, les forces armées également, a permis, ainsi que les pompiers, a permis de contenir ce foyer épidémique. Avec le reste de la Bretagne, Morbihan a ainsi été affecté de manière relativement contenue par la première vague. A été effectivement un peu épargné, ce qui nous a conduit à pouvoir, et c'est très bien, accueillir des malades transférés d'autres régions de France durant la première comme durant la seconde vague. La sortie progressive du confinement à partir du 11 mai s'est accompagnée d'une quasi-disparition des contaminations jusqu'à l'automne. Tout le monde en était satisfait. De mi-septembre jusqu'à fin octobre, le département a connu, comme le reste du territoire national, une augmentation exponentielle des cas. Le taux d'incidence est monté jusqu'à 180, tandis que les pics de réanimation atteignaient de nouveau un maximum. Une fois encore, le département restait mieux préservé que le reste du territoire national, où le taux d'incidence atteignait 500 en moyenne. Une fois encore, les efforts consentis par tous, par la population morbihannaise notamment, dans le cadre du deuxième confinement, a permis une nette amélioration de la situation. Aujourd'hui, le taux d'incidence du département est de 44 et le taux de positivité de 3,4. Depuis la fin du mois de février, collectivement, nous avons ainsi pu faire face à cette épidémie et il convient de saluer ici les mobilisations de tous pour atteindre ce résultat. Pour autant, la situation demeure fragile et nous impose de maintenir une extrême vigilance. La situation pour autant demeure fragile, comme je viens de vous le dire, vous l'aurez constaté depuis plusieurs jours, nous sommes sur un plateau qui tend à connaître une légère hausse depuis 3-4 jours. L'ARS précisera dans quelques instants la situation, mais en résumé, le taux d'incidence est aujourd'hui de 44 ou un peu plus, après être descendu à 32. Donc vous voyez que nous remontons légèrement. Un EPCI comme Pontivy a connu encore récemment un taux d'incidence particulièrement élevé au regard de la moyenne départementale, autour de 200, qui m'a conduit à prendre des mesures spécifiques en termes de port du masque. Vous vous rappelez, jusqu'à présent, le port du masque était rendu obligatoire à partir de 1500 habitants pour les collectivités donc, de l'EPCI de Pontivy, communauté, pour répondre justement à ce pic de circulation du virus qui m'inquiétait et qui continue encore de m'inquiéter, puisque après Pontivy, ça a été Crac, puis Auray. Ces territoires ont été à nouveau frappés par des taux d'incidence bien supérieurs à la moyenne départementale et qui, peu à peu, se dirigeaient vers des moyennes plutôt nationales qui sont largement au-dessus des moyennes régionales. Le 29 a un taux d'incidence qui est bien meilleur que le nôtre et depuis longtemps, et c'est tant mieux. Le 35, après avoir connu des pics de taux d'incidence, est redescendu autour de 50, presque 60 aujourd'hui, mais il est descendu beaucoup plus vite que nous sur un niveau qui est quasiment le même que le nôtre aujourd'hui et qui est stabilisé, entre guillemets stabilisé, puisque depuis 3-4 jours, comme je viens de vous le dire, nous constatons une légère hausse quotidienne. Cette situation doit d'autant plus nous préoccuper que nous entrons dans une période de vacances scolaires qui va s'accompagner d'un afflux de population important, un afflux évidemment affinitaire, familial,
vous avez inévitablement les familles, comme mes enfants, mes grands ados, qui vont bientôt nous rejoindre, mais c'est évidemment le cas pour les frères et sœurs, ou les enfants qui rejoignent leurs parents ou grands-parents sur le territoire. Et puis, nous aurons aussi une vague de nouveaux tourismes, puisque, comme vous le savez, les stations de ski ne seront pas ouvertes, même si la montagne reste ouverte, ce qui va inévitablement conduire à ce qu'une partie de ce public, de ce type de vacanciers, rejoigne la Bretagne, comme ça a d'ailleurs été annoncé assez massivement hier et avant-hier sur l'ensemble des chaînes télé. Et si cet afflux de population n'est pas un problème, car le Morbihan, les Morbihanaises et les Morbihanais sont habitués à accueillir à bras ouverts ces flux importants de tourisme et de touristes, ils risquent d'apporter avec eux un certain nombre de risques. Parce que même si les gens sont habitués inévitablement à porter le masque à l'extérieur, c'est aujourd'hui devenu un acte quasi réflexe, c'est à l'intérieur que je suis inquiet, puisque c'est le moment des retrouvailles, c'est le moment parfois des embrassades, et il est impératif de rappeler que les gestes barrières, les mesures de distanciation doivent aussi s'imposer à l'intérieur, voire plus que jamais à l'intérieur, car plus que jamais, nous devons, en solidarité avec les restaurateurs, avec les commerçants, avec les propriétaires et gestionnaires de bars, de discothèques, de centres culturels, de cinéma, etc., 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 maintenir, voire intensifier les efforts, nos efforts individuels, nos efforts collectifs, afin de garantir qu'ils puissent rapidement réouvrir, comme le gouvernement l'a prévu, dès le 20 janvier. C'est un impératif, on doit s'imposer, c'est une hygiène de vie, c'est une modification de nos pratiques festives en cette fin d'année, et avec les forces de l'ordre, sous l'égide de mon directeur de cabinet, mais aussi de l'ensemble des sous-préfets, nous veillerons à ce que les arrêtés préfectoraux et les conditions sanitaires nationales soient respectées. Nous y veillerons de façon visible, de façon massive et de façon très incisive parfois pour celles et ceux qui ne voudraient pas se plier, comme c'est parfois le cas. Je vous rappelle quelques situations individuelles, notamment dans la zone de Pontivy ou Doré, où ce sont vraiment des situations individuelles, l'inconscience individuelle qui parfois, entre guillemets, excusez-moi des termes parce que c'est le cas, pourrissent la vie des autres. Donc voilà, je vais céder maintenant la parole à Claire Muslet-Calouche qui va vous faire un point de la situation sanitaire détaillée du département. Et puis nous aborderons ensuite quelques autres dispositions spécifiques pour l'avenir. Nous parlerons aussi, bien évidemment, de la campagne de vaccination qui se prépare. Et puis nous ferons un point également sur la partie plan de relance. Claire, c'est à vous. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, un taux d'incidence morbihanais relativement bas par rapport au taux régional et taux national. Pour autant, comme vous l'indiquiez, un taux qui remonte, puisque nous avons pris 10 points de taux d'incidence en une semaine. Il était aux alentours de 36 pour 100 000 habitants vendredi dernier, et nous sommes aux alentours de 46 hier. Donc vous voyez une progression tout de même constante. Qui s'accompagne d'un taux d'incidence important chez les personnes âgées et également chez les jeunes. Ce que je peux mettre aussi en évidence, c'est que même si ce taux d'incidence est relativement peu élevé et avec un taux de positivité qui reste lui stable à 3,40, on constate une stabilité des personnes hospitalisées pour Covid en réanimation, puisqu'en effet on est sur un plateau au niveau départemental. Même si les chiffres fluctuent d'un jour à l'autre pendant une semaine, on varie entre 10 et 12 hospitalisations, mais on ne descend pas en deçà en réanimation pour Covid. Par contre, on a constaté une hausse des hospitalisations ces 15 derniers jours, donc pour motif de Covid, dans le département, et c'est une tendance régionale et c'est une tendance française. Donc on voit tout de même la grande prudence qui doit être la nôtre, puisque malgré des taux d'incidence et des taux de positivité qui sont bas, on a des capacités hospitalières qui continuent à être occupées de façon soutenue par des patients Covid, ce qui donc n'est pas sans nous poser
sachant que je rajoute un autre indicateur qui est celui du taux des décès à l'hôpital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons eu autant de décès depuis le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui qu'il y en a eu sur toute la première phase de la crise, c'est-à-dire du 29 février au 1er septembre. Donc vous voyez, cette seconde vague a été plus percutante, plus incisive, comme vous disiez, que la première. Et on voit qu'on a des hospitalisations qui sont soutenues alors qu'on a un taux d'incidence bas et des décès quasi quotidiens, puisqu'en effet, sur la précédente semaine, nous avons eu un décès par jour. Et là, je ne vous parle que des décès à l'hôpital, sachant qu'il y a également des décès en établissement et structures qui accueillent des personnes vulnérables. Comme le rappelait M. le Préfet, on a eu des circulations actives sur différents territoires du département. Il y a quelques semaines, c'était Pontivy. Aujourd'hui, c'est Auray. On voit que ça circule aussi un peu autour de Malétroit. Et les situations Covid que nous avons dans les structures qui accueillent des personnes vulnérables, principalement des personnes âgées, ne sont pas étrangères à cette circulation dans ces territoires-là, puisque vous avez déjà relayé les situations sur le territoire d'Auray. En effet, aujourd'hui, nous en avons eu pas loin de 5 ou 6 sur les précédentes semaines, en un mois, donc avec un certain nombre de personnes concernées et également des professionnels. Donc nous restons vraiment très vigilants et très prudents, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des personnes vulnérables qui décèdent et que les chiffres restent préoccupants. Donc ça m'amène aussi à relayer les messages de prévention et de prévention et de respect des gestes barrières, notamment pendant ces périodes de fête, puisque vous voyez que de nouvelles études vous montrent aussi que les lieux de contamination se font notamment lors des repas, mais aussi en famille principalement. Donc j'invite tous à la prudence, au respect des gestes barrières, de façon à ce que nous puissions non seulement éviter une troisième vague, mais aussi éviter la saturation de nos établissements de santé. Merci beaucoup Claire. Donc vous voyez bien, première vague, deuxième vague. Pendant ce temps-là, la population s'habitue à porter le masque, à mettre en place les gestes barrières, à les respecter, le gel hydroalcoolique, les distanciations, etc., à l'exception de quelques situations individuelles qui ont conduit à ce qu'il y ait dans quelques territoires quelques pics de taux d'incidence. On voit bien aujourd'hui que dans ces périodes hivernales, les gens sont moins dehors, sont plus dedans. C'est plutôt à l'occasion justement des déjeuners, des dîners et autres festivités à l'intérieur des maisons que le virus circule. Donc, préoccupation de notre part et information nécessaire de la population pour qu'elle respecte les gestes barrières, parce qu'il en va de la troisième vague que nous ne souhaitons pas. Et nous voulons évidemment éviter que l'ensemble de celles et ceux qui souffrent, évidemment sanitairement, de cette crise du Covid, mais aussi économiquement, n'aient pas à en souffrir beaucoup plus longtemps. Donc dans ce contexte, notre vigilance collective doit être maintenue. Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures décidées au niveau national, vous les connaissez aussi bien que moi, il y a une large publicité qui a été faite. Pour autant, je rappelle le couvre-feu qui est établi depuis le 15 de 20h à 6h. Ce couvre-feu sera levé pour le réveillon de Noël, uniquement pour le réveillon de Noël, comme vous le savez. Certaines activités ont été réautorisées, comme les activités péri- et extrascolaires en intérieur, et d'autres n'ont pu l'être, en particulier les musées, les théâtres et les cinémas. Ce sont là les mesures d'ordre national. S'agissant des mesures d'ordre départemental, je maintiens quant à moi les dispositions de port obligatoire du masque aux abords des marchés, des établissements scolaires, des gares et dans les villes et des communes de plus de 5000 habitants. Par contre, je lève l'arrêté préfectoral qui faisait obligation aux habitants des communes de plus de 1500 habitants dans l'EPCI de Pontivy, considérant qu'aujourd'hui, ce pic de contamination a disparu, et donc il me revenait d'adapter la posture au risque. Cette mesure pourra néanmoins être étendue à d'autres EPCI en tant que de besoin si les taux d'incidence évoluent négativement. J'insiste au demeurant sur le fait que la fin de cette obligation n'ôte en rien l'utilité de porter un masque dès lors qu'on est amené
au cours d'une de ses sorties, a croisé d'autres personnes. Il en va du bon sens collectif au-delà de l'enjeu d'une obligation réglementaire. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler, c'est pas parce qu'on lève une obligation faite par arrêté préfectoral que, évidemment, il faut baisser la garde et retirer le masque. Bien évidemment que non, bien au contraire. Ensuite, l'interdiction de vente, d'achat, de transport et d'utilisation de feux d'artifice à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 3 janvier. J'ai donc un arrêté préfectoral qui interdit la vente, l'achat, le transport et l'utilisation des feux d'artifice, de façon à éviter les attroupements, qui sont des lieux potentiels de contamination et de diffusion du virus, notamment à l'occasion de cette fête de fin d'année. C'est un élément important, je tenais à le dire, et nous serons intraitables, mais les forces de l'ordre vont y revenir. Par ailleurs, j'ai demandé aux forces de l'ordre de veiller au strict respect des mesures gouvernementales et départementales, c'est-à-dire l'application du couvre-feu, qui est déjà contrôlé depuis le 15 décembre. Une attestation particulière est également portée au contrôle des grands magasins, qui constituent des lieux de circulation importante de la population, mais aussi au respect de la fermeture des restaurants et des bars, ainsi que l'absence d'organisation de fêtes privées, car même si l'interdiction est connue de tous, parfois, certains veulent braver l'interdit ou, par une organisation un peu adaptée, veulent essayer de contourner les lois et règlements. Nous ne pouvons le tolérer et nous ne le tolérerons pas. Si d'aventure certains voulaient braver l'interdit, je prendrai des mesures qui les priveront des aides nationales. Il ne s'agit pas de remettre en cause un système dont peuvent, et c'est très bien, bénéficier celles et ceux qui sont fermés administrativement, parce qu'un ou deux auraient une attitude contraire aux lois et règlements et qui contreviendrait bien évidemment à l'ensemble de ces professions. Ces mesures de contrôle seront maintenues pendant les vacances avec une vigilance particulière portée au 31 décembre, bien évidemment, qui ne fera pas l'objet d'une levée du couvre-feu, comme vous le savez. Et ces contrôles sont également poussés, visibles, jusqu'à la fin de la première quinzaine de janvier. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, avec le flux de touristes, de familles, etc., et les fêtes qui seront inévitablement organisées au sein des domiciles, bien évidemment, il y a un risque de propagation du virus au-delà des vacances. Les gens auront pu être contaminés, un certain temps de latence pour que le virus se développe, et donc nous ferons en sorte que les gestes barrières soient le plus respectés possible sur la première quinzaine de janvier, de façon à ce que nous évitions justement que celles et ceux qui auraient pu être contaminés ne soient les porteurs ou les diffuseurs de ce virus, bien au-delà de leur cercle familial. Voilà, là je vais proposer au commissaire général Alain Bosse ainsi qu'au colonel Pascal Estève de nous dire un peu quels seront leurs dispositifs durant les fêtes de fin d'année. Alors qui commence ? Allez, Pascal. Merci Monsieur le Préfet. Alors concernant la gendarmerie, un constat et les actions que nous mènerons pendant les fêtes. Le constat est le suivant. Nous avons pleinement engagé les forces de gendarmerie depuis notamment le 30 octobre pour procéder au contrôle des mesures de confinement. Nous avons réalisé, sans entrer dans le détail des chiffres, 95% des infractions dans le domaine des déplacements et des circulations non autorisées. Il est à noter également une petite accélération des infractions sur les rassemblements non autorisés, les activités non autorisées qui concernent notamment l'activité irrégulière de certains établissements recevant du public. Fort de ce constat, nous organiserons notre manœuvre autour de 4 types de contrôles. Évidemment, nous allons contrôler de façon assez marquée les mesures sanitaires, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet, avec un effort qui sera mené dans un premier temps sur le respect des mesures de couvre-feu, notamment pour la nuit du 31 décembre avec un dispositif spécifique. Nous ferons un effort également sur l'organisation éventuelle de rassemblements non autorisés. Vous avez évoqué Pontivy, évidemment, qui a été un événement assez emblématique le week-end dernier. Et nous ferons un effort également sur l'ouverture des établissements recevant du public, sur les grandes et moyennes surfaces, mais aussi nous veillerons évidemment à ce que les établissements qui doivent rester fermés restent fermés. Le deuxième point d'effort opérationnel sera la sécurisation des routes, parce que nous n'oublions pas non plus que nous sommes en période festive et que nous aurons potentiellement
des conducteurs alcoolisés ou sous stupéfiants sur nos routes départementales. Donc, notamment l'escadron départemental de sécurité routière mènera un certain nombre d'opérations préventives et répressives. Nous mènerons également une sécurisation des habitations parce que nous notons depuis quelques jours un petit frémissement en matière d'atteinte aux biens avec quelques périples sur les habitations. Donc on fera quelques recommandations auprès des journalistes qui le souhaitent et nous veillerons également via nos référents sûreté à prodiguer quelques bonnes recommandations pour éviter de laisser certaines habitations vides, notamment juste avant le moment du couvre-feu. Voilà. Enfin, nous veillerons aussi à sécuriser les commerces parce que nous avons bien en tête que les commerces de bouche notamment font le plein pendant les fêtes. Donc il s'agit pour nous de veiller à ce qu'on n'ait pas d'atteinte sur ce type de commerce. Voilà, monsieur le préfet, pour la manœuvre gendarmerie. Merci beaucoup, mon collègue. Alain. Alors, merci. Donc, monsieur le préfet, donc, pour la zone police, donc, le dispositif est similaire à ce qui a été présenté par mon collègue de la gendarmerie. Donc, pour nous, traditionnellement, nous effectuons donc, des contrôles routiers. Nous renforçons donc, notre présence sur les routes qui sont dédiées donc, à la zone police. Donc, parallèlement, donc, une sécurisation des centres-villes et des cités avec un dispositif renforcé puisque donc, on a au niveau terme policier une présence sur les soirées du 31 et notamment donc, un dispositif policier beaucoup plus renforcé pour pouvoir assurer la sécurisation et la sécurité donc, de nos concitoyens. Donc, sur le plan sanitaire, donc les contrôles qui nous sont demandés donc, sur les zones commerciales donc, où on vérifie que les mesures qui sont édictées sont bel et bien respectées, mais également depuis donc, le début du couvre-feu, on a à compter de 20 heures donc, sur un certain nombre d'axes et de points névralgiques au niveau circulation, mis en place des contrôles d'attestation et on s'aperçoit que globalement les mesures sont plutôt bien respectées. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le dispositif mis en place pour la zone police, que ce soit sur Vannes ou sur Lorient. Merci beaucoup, monsieur le commissaire général. Donc, des mesures qui visent à prévenir les info-biens, comme vous l'avez entendu, à prévenir l'alcoolémie, notamment au volant, à prévenir les excès de vitesse, mais aussi faire respecter les règles du niveau national, ainsi que le couvre-feu, bien évidemment, et la sécurisation des commerces. Alors, les commerces de bouche, évidemment, avec la DDPP également, qui a effectué déjà un certain nombre de contrôles, en tout au titre des contrôles sanitaires de l'alimentation. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tout se passe formidablement bien, en tout cas pour le moment. L'ensemble de ces contrôles sont indispensables, ils sont nécessaires, ils sont utiles, parce que, je vous le disais tout à l'heure, il s'agit pour nous, évidemment, d'éviter que nous ayons à subir une troisième vague, premièrement, et deuxièmement, il s'agit aussi de faire en sorte que l'ensemble des investissements lourds que l'État fait au profit des commerçants, au profit des restaurateurs, des bars, l'ensemble des commerces qui sont fermés administrativement, ne soient pas vains. Il s'agit de limiter dans le temps ces efforts afin que l'ensemble de celles et ceux qui d'habitude vivent de leur travail puissent rapidement retrouver leur commerce, retrouver leur restaurant, retrouver leur clientèle et qu'elles vivent du produit de leur travail et non pas des aides de l'État. Et je peux vous dire que j'ai de nombreux témoignages de ceux qui aujourd'hui languissent de retrouver une activité professionnelle, bien évidemment. Donc, de nouvelles perspectives dans la lutte contre le virus, c'est évidemment en premier lieu le test, notamment les tests RT-PCR qui constituent toujours les tests de référence, mais qui aujourd'hui se doublent du déploiement des tests antigéniques, comme vous l'avez entendu dire au niveau national, mais au niveau départemental également, puisque cette semaine, une expérimentation positive a eu lieu à cet égard à Pontivy, portée conjointement par l'Éducation nationale avec le TSEEN et l'ARS et la préfecture, et dont je tiens à saluer le très bon déroulement. Mais je vais laisser l'ARS nous faire un petit point sur ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire qui a expérimenté ces tests antigéniques, Claire. En l'absence de Laurent Planès, je fais un petit retour sur cette opération qui a concerné 70 professionnels, puisque donc les tests antigéniques sont déployés
sur l'ensemble du territoire national dans les établissements scolaires. Disons que nous avions collégialement fait le choix de le faire sur le territoire de Pontivy au regard de la circulation active. Donc 70 professionnels ont été testés de 2 établissements de 2 lycées du territoire de Pontivy. Opération donc préparée avec les professionnels de santé de l'éducation nationale qui ont été en formation au GHDS pour apprendre les gestes du dépistage, mais également, comme il s'agit de tests antigéniques, également d'apprendre à analyser le test. Donc cette opération s'est déroulée en début de semaine, et puis ce qui leur a permis de déployer des tests auprès de ces professionnels mercredi après-midi dans le gymnase du lycée du Blavet, si je ne me trompe pas, qui avait fait l'objet d'une visite de reconnaissance par l'ensemble des services pour être sûr que la sécurité de la prise en charge était faite, que toute la marche en avant et les critères de qualité étaient respectés pour permettre que ce test se déroule le plus positivement possible, et à tel point que l'ensemble des résultats sont revenus négatifs à l'issue de cette opération. Merci beaucoup Claire. Un dernier point sur la partie sanitaire, bien évidemment, c'est la vaccination. Ce matin, le préfet de région a installé en visioconférence le comité régional de concertation sur la vaccination Covid-19. Donc cette installation du comité régional, qui rassemblait évidemment l'ensemble des experts de l'ARS, du monde médical, mais aussi représentants de la société civile et des élus, aura une déclinaison la semaine prochaine au niveau départemental. D'accord, donc nous allons tâcher de réaliser cette visioconférence dès la fin de la semaine prochaine, de façon à ce que nous soyons prêts pour assumer les 3 étapes de la vaccination. Je laisserai Claire détailler les 3 étapes, mais avec 2 principes généraux sur la vaccination. C'est d'abord la gratuité et la non-obligation. Il n'y a pas de caractère obligatoire de vaccination. Ça a été rappelé ce matin par le directeur général de l'ARS et le préfet de région à l'occasion de l'installation du comité régional. Il n'y a aucune obligation. Il y a par contre une volonté et une obligation d'information de l'ensemble des publics, quelle que soit la tranche d'âge, de façon à ce que justement, et je sais que c'était la parole à Claire, à l'occasion des 3 étapes de vaccination qui vont s'échelonner dans un agenda, l'ensemble de la population qui souhaitera, parce qu'elle aura été informée, se faire vacciner, puisse l'être. Claire, je vous laisse aborder ce sujet. Alors, campagne de vaccination donc en 3 étapes. La première phase va débuter dès le début janvier. En ce qui nous concerne, elle a déjà débuté puisqu'on s'y prépare, donc, mais opérationnellement, c'est une phase qui commencera début janvier dans le département pour les résidents des EHPAD, des USLD et des structures qui accueillent des personnes âgées, mais également pour les professionnels de ces établissements qui ont plus de 65 ans ou qui ont un risque de développer une forme grave de la maladie. Donc ça, c'est la phase 1 et elle va s'échelonner sur 6 à 8 semaines, donc entre janvier et février. Une seconde étape à partir de mars, donc avec de nouveau des publics prioritaires. Donc là, ce seront les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de 65 à 74 ans, et ainsi que les professionnels du secteur de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus, et qui présentent des comorbidités. La vaccination pour l'ensemble de la population sera élargie très certainement à partir de la période estivale, fin du premier semestre ou début du second semestre, en fonction de la disponibilité des autres vaccins. Puisque, comme vous le savez, le vaccin qui va permettre cette première phase de vaccination est le vaccin Pfizer, qui a des modalités de conservation spécifiques puisqu'il se conserve à moins 80 degrés et une fois décongelé, il faut procéder à la vaccination dans les 5 jours. Ce qui rend donc très compliqué, qui rendrait plus compliqué une vaccination pour la population générale puisqu'elle ne pourrait pas se faire dans les cabinets libéraux. Donc, comme je vous le disais, une population cible pour cette phase 1, que sont les personnes âgées en établissement, ce qui dans le département, si on prend les EHPAD et les USLD qui sont ciblés en priorité, ça représente à peu près 105 établissements
sans compter les doubles sites. Et si l'on considère une résidence-service, congrégation religieuse, petit domicile partagé, il faut en rajouter plus de 125, ce qui fait environ 225 structures, et plus de 9000 personnes âgées potentiellement à vacciner. Comme vous le rappelez, Monsieur le Préfet, le principe du libre choix est un principe fondamental, la gratuité du vaccin, mais aussi de la sécurité, puisque je vous rappelle qu'à ce stade, nous attendons la validation de l'Agence européenne du médicament, et à l'issue de cette potentielle validation, le comité technique de vaccination au niveau français ainsi que l'HAS se prononceront également sur ce vaccin. Ce qui permettra ensuite de donner le go au directeur d'établissement pour lancer le parcours vaccinal dans leur établissement. Concernant le parcours vaccinal dans les établissements, il se décompose de la façon suivante. Les résidents devront bénéficier d'une consultation médicale en amont de leur vaccination. Cette consultation permettra de vérifier que leur état de santé est compatible avec le vaccin, puisque à partir du moment où l'HAS aura émis ses recommandations, les médecins auront toutes les informations utiles pour le juger. Et lors de cette consultation sera également recueilli le consentement de la personne. Ce sera un consentement écrit. À partir du recueil du consentement et de ces consultations qui seront réalisées principalement par les médecins généralistes dans les établissements, le directeur de la structure pourra ensuite commander le nombre de vaccins nécessaires pour réaliser cette vaccination. La vaccination pourra se faire au sein de l'établissement par des infirmiers, mais il y aura forcément un médecin présent dans la structure. C'est une obligation. Les directeurs de structure ont reçu un courrier des deux ministres, Olivier Véran et Madame Bourguignon, qui leur détaillent toutes ces opérations. Ils vont également être destinataires d'un guide méthodologique d'ici le début de la semaine prochaine, de façon à les accompagner. Et nous avons d'ailleurs commencé à travailler avec eux, puisque hier et aujourd'hui, nous réunissons par territoire de filière gériatrique l'ensemble des EHPAD et des USLD pour les accompagner dans cette démarche, non seulement pour répondre à leurs questions, mais aussi pour ceux qui rencontreraient des difficultés RH, pour essayer de trouver des solutions de façon à ce que lorsque le calendrier vaccinal nous sera transmis, il pourra se dérouler le plus fluidement possible. Merci beaucoup Claire pour ces précisions. Donc voilà, brosser ce qu'est la situation sanitaire, ce que ont été les conséquences de cette crise sanitaire sur la population. Je tiens à saluer l'investissement de tous, évidemment les personnels sanitaires, de santé, l'ARS, l'ensemble des services publics, mais aussi, je n'oublie pas, évidemment, l'ensemble des collectivités locales et territoriales qui ont, à travers l'ensemble de leur personnel et des actions qu'ils ont menées, participé également à essayer d'atténuer les effets de cette crise. Les atténuer, mais pas totalement les réduire à néant. Et c'est pour ça que l'État a mis en place un grand plan, le plan de relance, qui vise justement à lutter contre les effets économiques des deux confinements et de garantir l'emploi et l'activité économique. Donc c'est 100 milliards d'euros que la France, avec l'Europe, a mis en place dans trois domaines spécifiques. D'abord l'écologie, 30 milliards d'euros. Ensuite la compétitivité, 34 milliards d'euros. Et ensuite la cohésion, 36 milliards d'euros. Dans le département, ce plan est d'ores et déjà une réalité et des fonds ont été distribués pour participer à la relance de l'activité économique et à la transition écologique. Parmi les résultats déjà annoncés, on peut mentionner que les appels à projets industriels ont permis à des entreprises morbihanaises de bénéficier de fonds au titre du financement de projets d'investissement dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, mais aussi dans la chimie ou le textile. 6 entreprises ont obtenu des financements pour les accompagner dans des projets d'investissement de plus de 25 millions d'euros au total sur le département. Je me suis rendu au début du mois dans l'entreprise Saric, à Plegadeuc, spécialisée dans le thermoformage, l'usinage et l'assemblage de matières plastiques, pour l'industrie automobile notamment. Et je me rendrai lundi chez Leminor, à Guidel, entreprise lauréate de l'appel à projet Territoire d'industrie.
Pour cet appel à projet, justement, au niveau de la Bretagne, ce sont plus de 6,5 millions d'euros de subventions qui ont été mobilisées par France Relance. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leur procédé de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence en Bretagne avec à la clé la création attendue de 261 emplois. Ce plan de relance, il repose sur plusieurs fondements. D'abord, c'est l'immédiateté. Il était nécessaire pour le gouvernement, pour nous tous, que les fonds versés soient immédiatement réinjectables dans la vie économique, afin d'assurer d'abord la pérennité des emplois, et ensuite, et dans un temps le plus court possible, des recrutements supplémentaires. Ensuite, c'est la modernité ou la modernisation. Il s'agissait aussi pour le gouvernement, non seulement d'injecter de l'argent frais immédiat dans l'économie, mais aussi de faire profiter les entreprises qui étaient prêtes à moderniser leur outil de fabrication, de le faire immédiatement. C'était par exemple le cas d'une entreprise Saric que j'ai visitée la semaine dernière. C'est pour une meilleure efficacité et surtout, c'est pour une meilleure compétitivité. Ces entreprises, à l'issue du plan de relance, à l'issue de cette crise du Covid, devront être plus fortes, devront produire moins cher et seront évidemment donc les fleurons de notre industrie locale. Des projets ont été sélectionnés également dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments de l'État. Dans le Morbihan, c'est 51 projets, c'est énorme. 51 projets ont été retenus pour un montant de 35,7 millions d'euros. 37,7 millions d'euros pour 51 projets. Cette sélection s'inscrit dans un programme plus global de rénovation énergétique des bâtiments de l'État de plus de 4200 projets pour 2,7 milliards d'euros financés par le plan de relance du gouvernement au niveau national. Ces rénovations concernent de nombreux bâtiments publics du ministère de l'Intérieur, à commencer par la préfecture, mais aussi des infrastructures de gendarmerie, mais aussi des armées, avec par exemple les écoles militaires de Saint-Cyr, de l'enseignement supérieur avec l'université de Bretagne Sud. Ces rénovations vont permettre non seulement une réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une relance de l'économie et du secteur du bâtiment, car ils ont été sélectionnés pour leur capacité à être mis en œuvre rapidement. Pareil pour les investissements industriels, il s'agissait de pouvoir commencer des travaux dont l'objet était déjà clairement défini, les marchés prêts à passer. Et donc là, c'est dès le début de l'année 2021 que tout ceci va être mis en œuvre, que les entreprises seront à l'œuvre dans ces bâtiments publics pour notamment améliorer la rénovation thermique de ces bâtiments et donc diminuer très sensiblement leur consommation d'énergie, notamment fossile. Enfin, les collectivités du Morbihan sont également accompagnées par l'État dans le cadre du plan de relance afin de permettre un effort de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements, qui doivent bénéficier en particulier au secteur du bâtiment et des travaux publics. La dotation de subvention à l'investissement local, la DSIL, a été abondée d'une enveloppe exceptionnelle de 1 milliard d'euros fléchés sur 3 thématiques prioritaires: la transition écologique, la résilience sanitaire et l'entretien du patrimoine local, qu'il soit classé ou non classé. En accord avec mes collègues préfets des autres départements bretons, j'ai pour ma part décidé de concentrer l'effort de l'État dans le Morbihan, d'une part sur la rénovation des équipements d'assainissement collectif, dont le sous-dimensionnement ou la dégradation emporte de lourdes conséquences sur l'environnement et qui ont participé à la crise du norovirus qu'ont connu les conchyliculteurs l'hiver dernier, et aussi sur le développement de la mobilité douce via le développement de pistes cyclables comme envisagé dans le cadre du plan vélo. Le département est parcouru par un réseau de pistes cyclables exceptionnel, mais qui, dans de trop nombreux endroits, est interrompu. Il manque ça et là quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, et nous avons donc l'ambition, avec le département, avec les collectivités, de réaliser dans les 2 prochaines années le bouclage total et complet de l'ensemble des pistes cyclables sur le département, qui a valu à ce beau département d'être particulièrement visité par des cyclotouristes cet été. Et c'est donc une manne, une opportunité pour le département que de poursuivre ces efforts. Alors pour mémoire, l'assainissement avec la DSIL exceptionnelle de 2020, je ne parle même pas de 2021, c'est 7,8 millions d'euros qui ont été attribués sur l'assainissement pour 47 dossiers. C'est 2,5 millions d'euros pour les pistes cyclables avec 37 dossiers. C'est 1,5 million d'euros pour le médical et médico-social pour un dossier. Et c'est 1,9 millions d'euros pour 18 dossiers
l'inscription des DETR et des CIL classiques qui ont pu être passés alors qu'ils auraient dû être calés faute de moyens. Donc vous voyez que c'est un investissement massif. En 2021, nous poursuivrons cet effort et je salue vraiment l'effort des collectivités qui ont choisi de se saisir également de la problématique notamment de l'assainissement et qui ont déjà lancé de nombreux travaux qui permettent notamment aux travaux publics d'avoir évité ce que d'autres départements en France ont eu, une rupture des commandes et une rupture de leur activité. Et hier encore, je discutais avec le président de la Fédération régionale des travaux publics qui me disait que pour l'heure, la situation était beaucoup moins dégradée qu'ailleurs, et c'est tant mieux. Il faut que nous continuions, et notamment sur l'assainissement, puisque ça apporte évidemment, ou ça emporte des solutions positives pour le tourisme, pour la qualité des eaux, et eau de baignade évidemment, et aussi eau sanitaire, et pour l'ensemble des cultures marines, qu'elles soient conchylicoles ou de la pêche, bien évidemment. En matière d'assainissement, je manquerais à mon devoir si je n'ajoutais pas que, outre les collectivités, outre les services de l'État, il y a évidemment l'agence de l'eau qui participe très efficacement et très lourdement à ces investissements impératifs et nécessaires. Enfin, pour terminer sur le plan de relance, je voulais saluer vraiment du fond du cœur et remercier toutes celles et ceux qui soient préfets à la retraite, comme Jean-Paul Kiel ou Hubert Dorache, qui bénévolement sont venus apporter leur concours, leur soutien, en organisant des groupes de travail, pour Jean-Paul Kiel sur le commerce, pour Hubert Dorache sur le travail public et sur le bâtiment, mais aussi notre stagiaire de l'ENA, qui sera en vacances ce soir, et qui a, tout au long de la crise, pendant ces 7 mois de stage, suivi, organisé, accompagné l'ensemble de l'équipe préfectorale et des directions dans leur travail au quotidien, dans la relation qu'ils avaient avec les entreprises, de façon à ce que nous puissions déployer au plus vite l'ensemble, évidemment, de ces politiques publiques et la mise à disposition de ces montants assez exceptionnels. Je n'oublierai pas, bien évidemment, notre direct, qui est ici présent, qui veille au quotidien, je le dis parce que je pense vraiment au quotidien, à ce que l'argent public mis sur la table soit le plus efficacement utilisé, et il vérifie au quotidien également que l'ensemble des actions, qu'elles concernent les jeunes, les très jeunes ou les moins jeunes, à travers des actes de formation, d'adaptation, mais aussi de persuasion auprès d'entreprises, de continuer d'embaucher, en tout cas de ne pas débaucher. Je voulais saluer son investissement à lui ainsi qu'à l'ensemble de ses personnels. Merci aussi aux chefs d'entreprise qui, à l'occasion de la première vague ou de la deuxième vague du Covid, se sont joints à nous, à nos équipes, pour nous aider dans l'ensemble de ces mises à disposition d'ingénierie, d'accompagnement, mais aussi de sensibilisation, qui nous ont permis souvent de faire remonter des informations pratiques, des informations de terrain, qui d'ailleurs ont connu des solutions rapides de la part des directions de centrales. Merci vraiment à eux aussi. Je pense évidemment à l'ensemble des services de l'État également, parce que dans le plan de relance, on oublie de dire, c'est pour ça que ce matin, je me suis rendu auprès de la Banque alimentaire, que l'État a lourdement investi également dans l'effacement de l'augmentation de la pauvreté pendant cette période de crise, l'effacement de ses conséquences sur la vie sociale et l'équilibre financier des couples les plus précaires. Et c'est pourquoi je suis allé saluer ce matin, avec mon directeur de cabinet et le DCS, le travail de fourmi au quotidien, jour et nuit, week-end compris, de la Banque alimentaire, comme d'autres associations qui sur le terrain apportent des moments de joie à celles et ceux qui n'en connaissent malheureusement pas beaucoup. Enfin, et pour conclure, je remercie évidemment l'ensemble de nos élus qui, comme un seul homme, se sont mis à nos côtés et nous sommes mis au leur, à leur côté également, pour essayer d'effacer ces conséquences de la crise du Covid que nous subissons et que nous essayons, avec pas mal de réussite quand même, d'atténuer. Merci à toutes et à tous, merci aussi à la presse de nous avoir relayés, de relayer en permanence à la fois les gestes barrières, les conditions sanitaires, mais aussi l'ensemble de ces éléments constitutifs du plan de relance. Il faut que toutes ces lignes de crédit soient connues, que ces appels à projets soient connus. Donc merci vraiment à vous toutes et tous, et je vous souhaite une bonne année et des bonnes fêtes, et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Les collègues de Pontivy demandaient si le marché de Noël était confirmé ou pas, parce qu'ils ont été annulés partout, visiblement, sauf au Pontivy.
directeur de cabinet vous répond. Alors, sur les marchés de Noël, c'est une décision qui est prise par les collectivités, sachant que ce qui est demandé, c'est qu'il y a un strict respect évidemment des mesures sanitaires et que ces marchés soient organisés dans le respect de ces mesures. La plupart des collectivités ont préféré effectivement aligner ces marchés par précaution sanitaire. Ce qui concerne le marché de Pontivy, donc le sous-préfet de Pontivy suit le sujet avec la ville. À ma connaissance, à ce stade, il n'est pas aligné, il devra s'organiser conformément à ce strict respect des mesures sanitaires. C'est un pouvoir de police du maire, l'organisation des marchés de Noël. La consigne qui leur a été donnée, c'est que celles et ceux qui ne vivent que de ça, c'est-à-dire qui produisent à l'année des objets qui se vendent qu'à Noël, puissent exposer, mais de limiter au maximum le nombre d'exposants, notamment celles et ceux qui, tout au long de l'année, peuvent quand même faire commerce d'autres choses. Voilà. D'autres questions? Non? Et? Non. Si je peux vous interviewer 5 minutes après. Pas de souci. Tous et merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année.